Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de la TBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette webconférence sur la prise en compte de la végétation spontanée dans les villes et les villages. La webconférence commencera avec l'intervention de Jean-Marie Fournier, écologue au bureau d'études BENAT. Puis ensuite, ce sera Adélaïde Fiche, paysagiste et architecte d'État de Folk Paysage. Et puis nous finirons par un retour d'expérience à double voix de la commune de Saint-Lunaire avec l'adjoint au maire Vincent Bouche et le responsable développement durable Emmanuel Sibert. Donc voilà, je laisse donc la parole à Jean-Marie et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci. Je représente le bureau d'études BENAT. C'est un jeune bureau d'études qui a été créé il y a environ 3 ans. Donc auparavant, moi j'ai plutôt une spécialisation sur les zones humides et les cours d'eau. J'ai travaillé à peu près pendant 10 ans au bureau d'études sur ces thématiques-là. Et puis au fil du temps, je me suis intéressé également à l'écologie urbaine. C'est un sujet dont on va évoquer un peu plus particulièrement aujourd'hui. Alors, normalement, vous voyez bien le diaporama, dites-moi si je me trompe. Et donc, On le voit. La thématique de l'écologie urbaine, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque historiquement, les écologues ne s'intéressaient pas à la nature en ville, pas suffisamment d'espèces protégées ou rares, sans doute pour mériter leur attention. Ce qui fait que cette thématique, les études qui ont eu lieu sur la végétation en ville, ce sont des études souvent assez récentes. En tout cas, on en a très très peu au-delà de 40 ans en arrière. Et on commence à découvrir toute cette flore qui se développe dans nos rues, sur les toits des habitations, dans les friches, etc. Et là, aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus particulièrement, euh, sur un laps de temps de 20 minutes, ce qui va me permettre déjà de balayer les principaux sujets. Et je vous laisserai ensuite me poser des questions si vous voulez approfondir certaines thématiques. Voilà. Donc, tout d'abord, comme je le disais, on a pas mal d'idées reçues, même parmi les écologues, puisque ce sont les espaces dont on va parler aujourd'hui, ce sont des espaces qui, en grande partie, n'ont pas fait l'objet de recherche ni d'attention pendant très longtemps, malgré le développement de la discipline. Et pourtant, on a des résultats assez intéressants, voire tout à fait surprenants. Euh, on se dit souvent, pour avoir une diversité floristique, pour avoir une grande diversité d'espèces, il faut planter, il faut que l'homme intervienne. Et pourtant, là, c'est le cas d'un chantier. Donc, on voit un gros tas de terre, un gros merlon derrière la clôture du chantier. En arrivant dessus, on se dit, bon, on va pas avoir grand-chose comme espèce, ça va aller très vite au niveau de l'inventaire botanique. Eh bien raté, rien que le long de la clôture, sur environ 100 mètres le long de la clôture, on se retrouve avec 33 espèces végétales, dont seulement une considérée comme potentiellement invasive. Donc c'est assez remarquable, hein, puisque le chantier venait de démarrer. Donc en seulement quelques mois, on a 33 espèces qui s'implantent, avec une diversité assez importante, même en termes de composition, puisque dans ces espèces, on retrouve à la fois des espèces dites ubiquistes, qui s'adaptent partout, qu'on va retrouver un peu partout, dans des milieux totalement différents. Les espèces dites rudérales, qui vont se développer plutôt sur les zones qui vont être remaniées par l'homme, comme le cas d'un chantier par exemple. Et puis les espèces pionnières, c'est-à-dire celles qui vont coloniser très rapidement un milieu. Euh, donc à partir du moment où le sol est nu, dès qu'on a des interstices, etc., on va avoir des espèces pionnières, donc celles qui s'implantent les premières, mais qui ne vont pas forcément supporter la compétition avec les autres espèces. Donc ça, c'est un premier point intéressant. C'est qu'il faut pas partir avec l'idée que à partir du moment où on a un impact sur un site, on remanie un site, on ne va pas avoir d'espèces. C'est tout à fait faux. On a une grosse capacité de la flore à s'implanter, même sur des milieux perturbés. Alors, on a des choses assez surprenantes d'ailleurs, hein, en termes de suivi, puisqu'il y a un programme, par exemple, programme Sauvage de Maru, qui a été expérimenté surtout en région parisienne
d'abord jusqu'en 2012, et puis depuis, ça s'est étendu à d'autres villes de France, villes et villages. Et en 2018, ce programme de connaissance des espèces, ce développement de manière spontanée dans la rue, a atteint plus de 1600 taxons recensés sur 8 années. Ce qui est assez incroyable puisqu'on en recense 6000 espèces de plantes en France. Pour information, rien qu'en Île-de-France, on n'atteint même pas ce chiffre-là. On est à peu près à 1500 espèces indigènes. Sur le massif armoricain, donc la Bretagne, le Pays de la Loire, un peu la Basse-Normandie, on est à peu près à 3000 espèces. 1600 espèces recensées rien que dans les villes et villages. C'est quelque chose de très, très intéressant, très important. Et on voit également que ces espèces poussent parfois, enfin une grosse partie de ces espèces, environ les 2/3, poussent dans les fissures de bitume, les pavés, dès qu'il y a le moindre interstice, elles en profitent pour se développer. Ça témoigne d'une grande adaptation de ces espèces et à la fois donc un pouvoir d'adaptation et une capacité de résistance qui est assez importante, assez surprenante. Là, par exemple, on voit un exemple de Cardamine hirsute qu'on trouve normalement plutôt dans les prairies, sur les bords des fossés, des talus, et là qui pousse dans un interstice, au pied d'un mur. Bon, donc assez surprenant. Un autre exemple avec, alors de prime abord, on se dit bon, c'est sans doute une prairie qui évolue vers un milieu de type forêt, une friche. Et en réalité, 2 ou 3 ans auparavant, c'était encore un bâtiment à cet endroit. Et ce bâtiment a été démoli. Ça a fait place nette, il n'y avait rien du tout. Et donc, en 2-3 années, on voit là ce qui pousse. Alors, bien sûr, je ne parle pas des arbres qui sont au fond, qui sont probablement centenaires, mais ce qui est au milieu du terrain, là, ce sont bien tout un panel d'espèces très diversifiées. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour se développer. Un autre exemple avec une prairie fleurie en bordure de parking. Voilà, donc on a laissé pousser tout simplement. Et on a pareil, une grande diversité d'espèces, sans intervention, enfin avec très peu d'intervention de l'homme, juste une fauche par an, et c'est tout. Et on a une grande diversité. Et pour montrer qu'on n'a pas seulement des espèces rudérales, pionnières, on a aussi quelques espèces annuelles typiques des cultures. Par exemple, le coquelicot qui va pousser assez régulièrement dans des zones de friche, même en ville. Voilà, donc on ne les retrouve pas seulement dans les champs de blé. Un autre exemple un peu plus précis, un peu plus concret, sur un relevé qui a été fait sur une friche. Donc on a souvent cet a priori comme quoi à partir du moment où on ne maîtrise pas la végétation, vont se développer uniquement des espèces invasives, des espèces indésirables. Et là, pour le cas que je présente, on est sur une friche qui fait à peine 1 hectare, donc c'est un petit site. Et pour autant, plus de 50 espèces végétales ont été relevées lors d'un seul passage. Sur ces 50 espèces, on n'en a que 4 qui sont réputées invasives. Donc c'est quand même important de le signaler, malgré le fait que sur cette friche, en fait, on avait quasiment rien au départ, à part quelques petites plantations. C'est un résultat intéressant. Ce qui explique également ce cortège assez diversifié d'espèces, c'est le fait que dans cette friche, comme on peut le voir sur les photos, on a une topographie qui va varier très fortement, donc avec des endroits de merlons qui vont provoquer des zones plus ensoleillées, des endroits plus ombragés, et puis des formations de cuvettes dans lesquelles on va avoir peut-être un peu plus d'eau qui va stagner, ce qui fait qu'on a des espèces complètement différentes selon les milieux. On peut avoir des espèces typiques de milieux plutôt humides à certains endroits, et puis 3 mètres plus loin, une espèce typique de milieu sec. Voilà. On a aussi la problématique de la pollution sur ce type de friche, de matériaux aussi qui ont été laissés suite à la démolition de ce qu'il y avait de l'existant. Donc là, pour préciser, auparavant, il y avait des terrains de tennis sur cette friche qui ont été rasés, mais on retrouve encore à certains endroits, quand on se balade, des bouts de terrain synthétiques, on a des bouts de parpaing, des choses comme ça. Bon, on a plein de matériaux qui restent et qui font que ça diversifie également les substrats et puis l'implantation des végétaux. Donc, toujours sur la même friche, à l'état initial, on avait
depuis plusieurs années, donc avant la démolition, on avait quand même du robinet. Et ce qui est également intéressant, donc le robinet qui est une espèce réputée invasive, ce qui est intéressant, c'est que le robinet, malgré le fait qu'on ait eu un arrêt de la gestion, il n'en a pas profité pour s'étendre. Sa dynamique d'expansion bah, a été neutre, puisque sur les autres espaces, on ne trouve pas le robinet, il est resté cantonné dans son coin. Quand on regarde des photographies aériennes d'il y a deux ans, là, eh bien, le robinet est toujours au même endroit. Autre exemple, toujours avec la même friche, si on remonte en arrière, alors là, on remonte carrément en 2011, avant la construction des terrains de tennis, qui depuis ont été supprimés. Donc, on avait sans doute une prairie avec des petites mares. Alors, vu la situation, c'était sans doute des mares artificielles. Néanmoins, le milieu, il a complètement évolué. Et, et depuis les remaniements, un grand nombre d'espèces en ont profité. Alors après, ce que je dis, c'est pas toujours le cas. Un autre exemple à Rennes, par exemple, sur une friche, où là, on a une colonisation très très importante de la renouille du Japon. Donc là, un recouvrement des trois quarts de la parcelle, c'est de la renouille du Japon. Donc là, par contre, c'est l'exemple contraire, où on a une espèce invasive qui s'implante et qui mène une concurrence très importante auprès des autres espèces indigènes. Voilà. Je reviens très rapidement sur l'autre exemple. Ce qui était intéressant aussi sur l'exemple de la friche que je montrais tout à l'heure, c'est que la renouille du Japon, par exemple, était présente à proximité du site et n'en a pas profité pour la coloniser. Donc, voilà. Alors, pourquoi on s'intéresse aussi en écologie à ces espèces végétales, dites végétation spontanée? Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors déjà, la flore spontanée, ce qu'on appelle en écologie la flore spontanée, c'est tout simplement la flore qui se développe sans intervention humaine. Soit des espèces qui sont déjà présentes, les graines sont dans le sol, donc c'est la banque de graines qui va s'exprimer, soit c'est apporté par le vent, par la faune, les oiseaux, sur les poils de rongeurs, par les insectes, etc. Donc une partie de la flore, enfin des graines, des spores, etc., qui arrivent sur un sol, il y en a une partie qui va s'exprimer en fonction des conditions du milieu, et ça va donner ce qu'on appelle la végétation spontanée. Donc parmi cette végétation, on va avoir un grand nombre de fonctions associées. L'accueil de la biodiversité, l'atténuation de la pollution pour certaines espèces qui vont capter certains éléments polluants, que ce soit dans le sol, dans l'air, la régulation thermique avec la réduction des îlots de chaleur. Bon, là, c'est plus pour les arbres qui provoquent de l'ombrage, voire même les arbustes. La gestion de l'eau, le loisir. Bon, je passe assez rapidement là-dessus. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement, qu'on va appeler souvent les services écosystémiques. Je passe là-dessus. Ce qui est important, surtout, c'est que le fait qu'on ait beaucoup d'espaces végétalisés, même si ça ne forme pas une trame continue, est très importante pour la faune. On a une grande partie des insectes, notamment, qui vont se déplacer d'un point à un autre, d'un espace végétalisé à un autre, que si la distance, en gros, ne dépasse pas entre les deux points, les 200 mètres, voire 300 mètres. Après, on a certaines espèces qui vont avoir des potentiels de dispersion beaucoup plus importants, comme l'abeille domestique, qui est capable de faire quelques kilomètres, ou les oiseaux qui vont pouvoir également se déplacer d'un grand parc à un autre. Ça ne les dérange pas s'il y a plusieurs kilomètres entre les deux. Mais pour un grand nombre d'espèces, dès lors qu'on n'a pas ces petits patchs de végétation proches les uns des autres, on a une rupture de la continuité écologique. Donc, plus on va rentrer, il y a certaines études qui ont montré que plus on se rapproche du centre de la ville, et plus, alors déjà souvent c'est plus dense, mais plus c'est compliqué pour les espèces qui sont en périphérie d'atteindre ce cœur de ville. Dans les villages, par exemple, on va souvent avoir moins ce problème-là parce que on va être sur des surfaces moins importantes ou moindres, une densification du bâti qui est moindre également. Mais dès lors qu'on multiplie les obstacles et qu'on n'a pas cette continuité de végétation, certaines espèces vont s'arrêter tout simplement de progresser.
C'est le cas pour certaines espèces comme les papillons, par exemple, qui vont être très, très sensibles à ces ruptures de continuité. Voilà, je passe là-dessus, mais important de comprendre que cette végétation est vraiment importante et qu'il faut multiplier ces points de végétation, même des pieds d'arbres, qui vont avoir vraiment un rôle à jouer pour certaines espèces, qui vont se disséminer de pied d'arbre en pied d'arbre, à condition, bien évidemment, de gérer ces espaces de manière correcte, c'est-à-dire pas de gestion intensive, mais une gestion extensive qui prenne en compte la présence des espèces qui se sont développées spontanément, mais également toutes les espèces qui vont profiter de cette végétation qui se développe spontanément. Donc, notamment en termes de ressources. Les espèces de type insectes, les oiseaux vont bénéficier de ces plantes comme ressources alimentaires, souvent, et se déplacer d'un point à un autre. Mais pour ça, il faut que la gestion soit adaptée, c'est-à-dire que les fleurs soient présentes, qu'elles soient présentes jusqu'à la fin de leur développement. Il faut également que si des arbustes poussent, qu'ils puissent produire des fruits et qu'on ne les abatte pas ou qu'on ne les arrache pas avant qu'ils aient pu produire les fruits, etc. Donc en termes de gestion, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'identifier les enjeux écologiques. Quel est l'intérêt de cette friche, de cet espace, de ce talus qui longe la voie ferrée, de cet espace de ces pieds d'arbres qui sont végétalisés, pour savoir déjà s'il y a vraiment un intérêt, si la continuité écologique est à renforcer ou pas, s'il y a des espèces qui sont assez rares, qu'il faudrait préserver. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Former les équipes à la botanique, également important, puisque ça permet aux personnes qui interviennent sur ces milieux de savoir si sur cet espace, il y a des espèces invasives déjà. Est-ce qu'il va falloir avoir une gestion particulière, engager des moyens de lutte ou non? Si on n'a pas d'espèces invasives, est-ce qu'on a quand même des espèces qui potentiellement sont rares? Et puis aussi distinguer ce qui a été planté de ce qui ne l'est pas. Je dis ça en connaissance de cause, puisque j'ai déjà vu, alors c'était une entreprise privée, mais qui désherbait un espace privé sur lequel il y avait eu des plantations de pervenches et de consoude. Et 2 ans après les plantations, les paysagistes ont arraché les plantations en pensant tout simplement désherber. Donc la formation, c'est quelque chose d'important. Et puis, pour multiplier l'intérêt de ces espaces, pour faire en sorte que ces espaces aient vraiment un intérêt au niveau de la ville, du village, c'est intéressant aussi de les multiplier, de voir si on peut les multiplier aussi, si on a des espaces, par exemple, imperméabilisés actuellement, qu'on peut désimperméabiliser et puis remettre un peu de pleine terre, laisser ces espaces s'exprimer. Voilà. Quelque chose d'important aussi, c'est de communiquer auprès des riverains pour l'acceptation aussi de ces espaces, puisque souvent on va avoir des personnes qui vont trouver que ça fait sale, qu'il faudrait gérer, qu'il faudrait tondre, faucher, etc. Donc c'est important de communiquer auprès de ces personnes pour qu'ils aient conscience de l'enjeu ou de l'intérêt à réaliser ce genre d'aménagement ou d'adaptation de la gestion. Et puis à accompagner, conseiller lors d'un projet. Par exemple, un type de projet qui se développe de plus en plus, des programmes de végétalisation, où on laisse les gens s'occuper de pieds d'arbres, par exemple. Donc à Paris, on a le permis de végétaliser. On laisse des pieds d'arbres à des personnes qui en font un peu ce qu'ils veulent, voire qui plantent. Mais là, par exemple, on a une personne qui n'a pas dû être formée et qui nous a planté de la balsamine de l'Himalaya, espèce invasive. Donc, on se retrouve avec de la balsamine de l'Himalaya sur les pieds d'arbres. Voilà. Donc, la formation, l'accompagnement, c'est vraiment essentiel pour que ces programmes de végétalisation réussissent. Alors, les idées de gestion, de non-gestion. Alors déjà, pourquoi on devrait gérer ces espaces de végétation spontanée?
Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu à gérer? Est-ce que c'est un espace qui doit l'être parce que c'est un espace de prestige, parce que ça reçoit du public, etc. Si on le gère quand, c'est-à-dire à quelle période il faut intervenir pour limiter au maximum le dérangement de la faune qui peut être présente, mais également pour laisser la végétation se développer de manière optimale. Éviter de faire des tontes ou des fauches, par exemple, avant même que les fleurs qu'on souhaite conserver aient pu émettre leurs graines. Et puis comment? Alors, est-ce qu'on part sur de la fauche avec exportation pour que le milieu soit moins riche? Est-ce qu'on garde les produits de fauche sur place? Bon, c'est des questions à se poser en fonction des objectifs recherchés. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est quand même de partir sur du zéro phyto et puis d'avoir des techniques d'entretien adaptées, donc fauche centrifuge, etc. On parle aussi de la non-gestion, qui fait partie des actions de gestion. Alors avec une perception des usagers à prendre en considération lorsqu'on fait ce genre de choses. Par exemple, ça arrive de plus en plus fréquemment qu'on laisse des prairies se développer. Dans ces cas-là, on va tondre juste la bordure ou un chemin de manière aléatoire au milieu de la prairie pour montrer que c'est pas un espace à l'abandon. Il y a une gestion, mais on a choisi de faire différemment, de ne pas avoir de tonte conventionnelle toutes les 2 semaines ou voire plus. Ce qui est important également, même en cas de non-gestion, c'est d'avoir un suivi pour voir ce que ça devient. Est-ce qu'on atteint quand même nos objectifs? Est-ce qu'il y a quand même une diversité végétale? Vers quoi s'oriente le cortège? Est-ce qu'on a effectivement une meilleure diversité, enfin une plus grande richesse de la faune qui est accueillie sur ces espaces? Donc, souvent, on étudie les oiseaux ou les insectes pour vérifier si ça fonctionne sur ce type d'espace. Voilà. Donc ça, c'est pour les grandes lignes sur la gestion. Un exemple très simple avec une photo, on voit un chemin là, qui apparaît en blanc en bas de la photo. On a la bordure qui est bien tondue régulièrement pour montrer aux usagers qui empruntent ce chemin que c'est géré de manière assez régulière. Sur cette partie tondue, on va avoir des espèces qui sont adaptées à ce genre de tonte, de la pâquerette, du pissenlit, de la brunelle. Un tout petit peu après, on va avoir un espace de fauche avec seulement 2 fauches par an. Ça permet avec donc sans exportation, on le voit ici, hein, le produit de fauche est resté sur place. Et ça va permettre sans doute l'enrichissement du milieu, mais on va avoir un cortège de prairies beaucoup plus diversifié. Et puis derrière, on a la haie avec des espèces beaucoup plus typiques de ce qu'on appelle les ourlets, les lisières de bois. Voilà. Donc sur un espace finalement assez restreint, on va se retrouver avec 3-4 cortèges végétaux complètement différents, donc une grande richesse sur quelques centaines de mètres carrés seulement. Des exemples d'accompagnement pour la libre évolution de la nature, ça se fait également sur les toits, avec l'exemple du brown roof, ce qu'on appelle le brown roof. En gros, le principe, c'est de mettre un substrat sur la toiture. On met juste le substrat et on laisse la banque de graines s'exprimer. On regarde ce qui pousse, on regarde ce qui arrive et on fait du suivi pour vérifier que ça prenne bien en termes de recouvrement, qu'il n'y ait pas d'espèces invasives, etc. Et, Nature Paris a mené une étude là-dessus. Alors, Nature Paris, désormais, c'est l'agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, a mené une étude qui s'appelle Grooves, et sur 30 toitures végétalisées, dont deux brown roof, hein, wild roof, ils ont observé quand même 268 espèces. Donc c'est quand même conséquent, 268 espèces végétales, dont 70% qui étaient spontanées. Ça, c'est également un constat qui est très intéressant, c'est que finalement, les espèces spontanées vont très souvent prendre le pas sur les espèces plantées, tout simplement parce que généralement, elles sont beaucoup plus adaptées aux conditions de milieu, elles sont plus rustiques, entre guillemets, et elles vont finalement prendre le pas sur ces espèces qui sont souvent des cultivars ou qu'on fait en pépinière et qui n'ont pas cette capacité de résistance, de résilience qu'ont les espèces sauvages. Voilà.
Et ce qui est également important avec cette étude, c'est que la richesse floristique était corrélée avec la gestion. Donc, moins on a de gestion, plus la gestion est extensive, et plus on avait une richesse floristique importante. Alors que dès qu'on mène des actions de désherbage importantes, forcément, on a une richesse floristique moindre. Et puis, pour montrer les fonctions de ce type d'aménagement, c'est le nombre d'espèces d'invertébrés observés. Plus de 300 espèces d'invertébrés observés sur 30 toitures. C'est vraiment conséquent. Je repars sur les espèces invasives. Donc, les espèces invasives, je ne vais pas vous détailler ce que c'est, mais vous devez le savoir. En gros, ce sont des espèces qui sont arrivées assez récemment dans une autre zone biogéographique que leur ère initiale et qui vont rentrer en compétition avec les espèces locales. Donc, pour certaines, vont être... Alors, ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que parmi ces espèces invasives, il y en a un grand nombre qui ne vont pas forcément rentrer en compétition de manière aussi importante qu'on le croit. Je prends par exemple l'arbre à papillons. Souvent, on va le retrouver sur des espaces très perturbés par l'homme, sur des talus, sur des friches, mais très rarement finalement dans le milieu naturel, dans un milieu naturel qui est en bon état, de santé entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces invasives malheureusement. Certaines comme la renouille du Japon, la Jussie, vont se développer et rentrer en concurrence de manière très importante avec les espèces locales. Mais tout ça pour dire que en cas d'espèces invasives, il faut déjà voir s'il y a vraiment une dynamique d'espèces invasives, savoir si cette espèce, on doit l'éradiquer ou plutôt la contenir, parce que l'éradication, c'est souvent une chimère. Si on veut engager des moyens de lutte pour éradiquer ou contenir cette espèce, avec quels moyens? Alors là, je vous renvoie plutôt sur des sites spécialisés. Il y a un observatoire des espèces invasives, par exemple, qui existe, qui indique quels sont les meilleurs moyens de lutte. Souvent, ce qui marche pas mal, mais faut être patient, faut s'en remettre patience, c'est la mise en concurrence avec d'autres espèces locales. Par exemple, des plantations d'arbres. Ça va se mettre en place là on parle sur des dizaines d'années, hein. Mais ça peut permettre d'éradiquer certaines espèces et puis ne pas oublier le suivi pour voir si on a toujours cette démarche, pardon, pas cette démarche, mais ce phénomène de colonisation, d'expansion de l'espèce invasive, ou au contraire, une dynamique de régression, ce qui permet de voir si les moyens de lutte sont adaptés ou pas. Et puis enfin, sur changer le regard, je vais passer très vite, parce que Adélaïde va en parler beaucoup plus que moi. Donc c'est important de sensibiliser, d'informer pour tout projet où on essaie d'accompagner la végétalisation spontanée sur certains espaces, qu'ils soient occupés ou non, sur lesquels il y a des usages ou non. Donc, panneaux pédagogiques, livrets, animation, sensibilisation. Voilà, ce sont des choses importantes à mettre en place, surtout lorsqu'on a des riverains qui ont vu sur ces espaces régulièrement. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, je pense, à mettre en œuvre sur ces espaces, c'est tout ce qui est programme de végétation, de sciences participatives, sauvage de Maru, Streets, etc., qui permettent au grand public de s'intéresser à toute cette flore qui se trouve dans nos rues, dans nos friches, sur nos toits. Voilà. Donc, je passe assez vite. Je pense que j'ai dépassé assez largement les 20 minutes qui m'étaient allouées. Donc, je vous laisse me poser les questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marie. Je vous invite à poser vos questions via la bulle de conversation comme d'habitude et merci d'avance. Sinon, on peut laisser Adélaïde, je t'invite à partager ton écran pour la suite. Ah, il y a l'air d'avoir une question. Ah non, c'est juste pour dire que c'était très intéressant. On te remercie, Jean-Marie. Merci Isabelle. Merci. Adélaïde, je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, je suis là et du coup, je me mets en
place, j'allume le PowerPoint. Très bien. Il y a une question pour Jean-Marie. Avez-vous eu des exemples de laisser-faire sur des zones type prairie, comme pour les brown roofs? Alors là, c'est mon accent anglais, je suis désolée. Alors, sur les prairies, alors ce qu'on appelle le laisser-faire, est-ce que c'est uniquement une fauche ou deux par an, ce qui est souvent le cas des prairies, puisque sinon on aurait plutôt une pelouse. Mais généralement, ça permet d'avoir. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que sur les vieilles prairies, finalement, sur les prairies qu'on a laissées évoluer, souvent, on va se retrouver avec un cortège typique d'une prairie, tout simplement, à partir du moment où on la laisse gérer. Alors, ah oui, sur des terres mises à nu, après travaux. Eh bien, c'est les cas que je montrais tout à l'heure. Donc, le cas de la friche, qui avait été complètement ça avait été mis à nu à part la petite zone de robinet. Donc, ça a été très vite colonisé. En 3 ans, voilà, on se retrouve avec plus de 50 espèces différentes et très peu d'espèces invasives. Alors, j'ai pas précisé les cortèges qu'on a eu sur la friche, mais c'est important également de savoir que dans ce type de friche, on va avoir des cortèges à la fois de prairies, mais des espèces rudérales également, des espèces pionnières sur les sols qui restent à nu, donc et puis des espèces annuelles. On va avoir plein d'espèces différentes. Et puis, dès qu'on laisse un peu plus longtemps, au bout de 2-3 ans, on va également avoir pas mal d'espèces bisannuelles, des espèces de fourrés, donc plutôt des arbustes qui vont pousser. Et c'est pour ça qu'on a une grande diversité souvent sur les zones de friche. Par contre, si on laisse plus longtemps, généralement, ça va commencer à diminuer parce qu'il y a des cortèges qui vont prendre le pas sur d'autres. Par exemple, ça peut être le fourré ou ça peut être les espèces typiques de prairies. Et puis les espèces rudérales, les espèces pionnières vont tendre à disparaître au fur et à mesure du développement de la végétation. Donc on va avoir au final, si on laisse faire, on va commencer à avoir une régression au bout de quelques années de la richesse floristique. La question c'est, on passe sur une gestion type extensive. Est-ce que vous pouvez préciser la question? N'hésitez pas à mettre votre micro, ce sera peut-être plus simple. Oui, voilà, je viens de mettre le micro. En fait, oui, ma question, c'était de savoir, une fois effectivement que, au bout de 3-4 ans, quand ce milieu évolue vers quelque chose peut-être de plus ligneux, plus boisé, est-ce que vous avez des exemples pour montrer que la collectivité, par exemple, a souhaité mettre en place une gestion type extensive? Je pensais plutôt à comme les prairies de fauche, par exemple, pour essayer de maintenir quelque chose de plus pré-réal et de pas passer sur un boisement, tout simplement. Oui, oui. D'accord. Alors là, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais à partir du moment où vous continuez effectivement à mener une gestion extensive de type fauche, donc, généralement dans nos régions, c'est à peu près 2 fauches par an, une en début de saison, une en fin de saison. Eh bien, oui, vous allez rester sur un cortège de type prairie, et ça va vous éviter d'avoir les ligneux qui vont commencer à se développer. Et du coup, les collectivités sont intéressées par ce type de démarche dans notre région, j'ai envie de dire, pas forcément dans les grandes villes, mais sur plutôt des zones, des villes moyennes, où vous avez déjà eu ce genre de demande ou d'intérêt? Non, non, c'est vrai que ou alors ça va être dans le cadre plutôt de l'éco-pâturage. Ah oui, oui. Les exemples que j'ai eus, c'est pas vraiment sur de la fauche, parce que c'est souvent des espaces où les personnes, il n'y a pas forcément de moyens humains à mettre sur ces milieux. Et donc des contrats sont passés avec des personnes qui ont des bovins, des équins, et qui les mettent sur la parcelle. Oui. Après, par contre, j'ai des exemples. Alors, on est presque sur de la prairie, c'est sur des sortes de bassins, des grands bassins de rétention, sur lesquels on a des pratiques de fauche raisonnées. Si je pense aussi à Rennes, sur pas mal de parcs, il commence à y avoir ce genre de démarche avec de la gestion différenciée dans les parcs,
On va avoir à certains endroits des tontes plus régulières, mais certains endroits, on est vraiment sur de la gestion de toutes fauches, avec ou sans exportation. Sans exportation. On se retrouve vraiment avec des prairies en pleine ville. D'accord. Et il n'y a pas de peur de. Moi, je pense toujours à la réaction que peuvent avoir peut-être des élus ou des agents, peut-être même plus des agents, lorsque effectivement après des travaux, on décide de laisser cet espace-là sans construction et donc de le laisser se végétaliser. Il n'y a pas des craintes quand même de la part des équipes de se dire ouais, mais si on n'intervient pas, ça va être moche. Qu'est-ce que vont penser les habitants? Ils vont croire qu'on l'abandonne. Oui. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur la perception. J'en ai pas parlé, mais il y a eu une étude qui s'appelle Acceptaflore sur ce sujet, qui a été menée par Quanticité. Bon, ça remonte à quelques années, mais c'était intéressant, c'est que finalement, dès lors qu'on a des fleurs, une certaine richesse végétale, ça ne dérange pas les gens la plupart du temps. Mais il faut qu'il y ait de la couleur, et donc si on n'a que des graminées, effectivement, ça peut gêner, c'est moins bien perçu. Et à partir du moment où on a des fleurs, c'est mieux perçu. Donc. Ce qui déplaît, c'est surtout en fait, dès qu'on a beaucoup d'espèces, il y a une idée de richesse, et ça gêne moins. Ce qui gêne le plus souvent, d'après cette étude, c'était le manque d'intervention. D'où l'intérêt quand même si on a une gestion de prairie, de tondre au moins les bordures. Oui. Après, il y aura toujours des personnes qui vont. Les retours que j'ai eus, c'est que finalement, il y a quelques personnes qui vont râler, qui vont pas être contents. Mais par rapport à la population d'un quartier ou d'une ville, finalement, c'est très minoritaire. Il y a peu de personnes à s'en plaindre. Elles vont faire un peu de bruit, mais leur avis est souvent très minoritaire. D'accord. La chose auquel il faut penser, c'est par contre les usages aussi. Par exemple, dans un parc, les gens vont avoir envie de s'allonger sur l'herbe, par exemple, en plein été. Et si on a une prairie, normalement, on va la faucher plutôt en fin d'été, plutôt au mois d'août. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même prévoir des endroits où on laisse de la pelouse pour que les personnes puissent utiliser ces espaces. D'accord. Ok, merci. Merci. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Adélaïde Fiche. Adélaïde, je te laisse prendre la parole si tu veux. Voilà. J'arrive du coup et je vous partage mon écran. Charlotte, tu me confirmes que ça fonctionne? Alors, je mets en plein écran. Est-ce que vous m'entendez? Et Charlotte, est-ce que ça fonctionne du coup? Par contre, Adélaïde, ça fonctionne, mais moi, c'est flou de mon côté. Et est-ce que tu as 2 écrans ou tu as 2 liens d'utiliser? Oui, j'avais ouvert Enfin non, j'ai ouvert le PDF et le PowerPoint. Il faut peut-être que j'en coupe un des deux? Je pense en général quand il y a 2 liens Jitsi sur le même ordinateur, ça altère la qualité de l'image et pour l'enregistrement, là, c'est flou. Et là, en fait, je vois ton diaporama. Donc, il faut plus. Je sais pas comment ça se fait, mais Attends, est-ce que là, c'est bon du coup? ouais, c'est parfait. Merci. Voilà, comme ça, vous avez pu voir ma tête avant que je passe en diaporama. Donc, déjà, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Donc, je suis Adélaïde Fiche, je suis paysagiste pour la société Folk Paysage et je travaille le plus souvent pour les collectivités. Et donc, je travaille sur des projets particuliers, donc sur les friches, sur les cimetières pour végétaliser les cimetières existants. Et puis, je travaille aussi beaucoup sur le concept de jardin pour enfants et je fais des plans de gestion. Donc, pour la conférence ici, je vais vous montrer des exemples de projets qui sont conçus de façon à accompagner la libre évolution de la nature en ville et sur les espaces publics. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit préambule sur qu'est-ce que c'est que cette nature sauvage en ville et d'où elle vient.
Ensuite, je vais vous montrer différents aménagements qu'on va retrouver voilà, dans les villes. Et après, je vais faire un focus sur 2 aménagements qui ont été réalisés par l'agence. Donc, l'un, c'est une friche urbaine qu'on accompagne depuis 4 ans. Et l'autre, c'est un jardin de dépollution par les plantes, donc, qui s'appelle le Mouvement des Fleurs. Donc, en préambule, je voulais simplement vous rappeler d'où viennent les plantes et les plantes sauvages que nous connaissons. Et donc, je me suis appuyée sur ce que dit Gilles Clément, qui lui nous rappelle bien que ces plantes-là sont issues du voyage des plantes et du brassage planétaire. Donc, pour de nombreuses plantes qui sont bien connues, on a du mal à situer l'origine géographique et historique. D'où viennent ces plantes qui sont indigènes aujourd'hui? C'est la paléobotanique qui nous renseigne sur l'arrivée de ces plantes et surtout sur les facteurs qui les ont amenées et fixées chez nous. Donc, les facteurs, ça peut être la modification des écosystèmes sous la pression des changements climatiques. Donc, c'est des pressions qui existent depuis toujours. Ça peut être des changements de flore, des changements de paysage. Et on va parler aussi, ce qui a fixé ces végétaux-là dans nos contrées, ce sont des déplacements qui sont liés au vent, aux courants marins, aux animaux, et de façon récente à l'échelle de l'humanité et proactive, c'est des déplacements qui ont été effectués par les humains. Donc, le premier déplacement d'une espèce dans son milieu, il a été fait à l'origine pour l'implanter dans un enclos afin d'en tirer les fruits et la nourriture. Et donc, ça peut être considéré comme le premier acte délibéré du brassage planétaire. Et c'était pour faire quoi? C'était pour faire le jardin. Donc, ce jardin, il a 100 000 ans déjà. De façon plus récente, à partir du développement de la flotte maritime au XVIe siècle, avec la découverte du continent américain, on a commencé à faire venir ces plantes venues de ce continent et de d'autres continents. Et au XIXe siècle, avec les grands voyages, par exemple de Cook ou La Pérouse, on a vraiment ramené des botanistes avec nous dans les excursions, tels que Banks ou La Billardière, qui ont travaillé sur l'introduction de ces espèces lointaines et qui sont devenues aujourd'hui nos espèces indigènes. Donc, on est sur des espèces qui sont introduites vraiment à partir des années 1790. Donc, je pense à la tomate, à la pomme de terre qui était introduite un peu plus précocement, mais qu'on a vraiment commencé à utiliser et à connaître dans ces années-là. Les logiques des modifications des cortèges floristiques, donc là, si on revient à notre époque, sont dues au changement climatique. Donc là, on est en train d'assister à des choses qui vont très vite. Elles sont dues aussi à un phénomène traumatique d'origine strictement humaine, qui est la pollution chimique. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent aussi dans notre histoire et qui va perturber fortement les milieux et les capacités d'accueil de la biodiversité. Et c'est dû également à la suppression des habitats sous la pression des aménagements urbains, routiers et aéroportuaires. Donc, dans ces conditions de modification des milieux qui sont récents, les plantes tentent de s'accommoder de ces changements selon un processus d'adaptation qui est progressif. Donc, dans ces dynamiques, comme le disait bien Jean-Marie, on a certaines espèces qui sont venues d'ailleurs et qui vont s'imposer au détriment d'espèces en place depuis plus longtemps. Parce que ces espèces exogènes, ces invasives, elles se retrouvent dépourvues de leurs prédateurs, de leurs parasites et de leurs agents pathogènes. Et donc, elles prennent le dessus sur le milieu. Donc, on sait que c'est un temps d'adaptation, que ça ne va pas rester pour des siècles de cette façon, mais qu'il faut 50, je pense, à 60 ans au moins, avant que, justement, ces plantes retrouvent leurs prédateurs ou leurs agents pathogènes. Mais parfois aussi, indigènes et exogènes cohabitent, et alors la diversité locale s'accroît et les dynamiques d'affrontement disparaissent pour laisser place à des écosystèmes qu'on dit émergents. Dans ces écosystèmes, on va retrouver indigènes et exogènes. On va parler des friches. Et donc, sur la friche, on va voir qu'il y a plusieurs types de stades ou plusieurs types de façons de percevoir cette friche, enfin, plusieurs évolutions de la friche. Donc, on a les interstices minéralisés, donc ce que nous montrait Jean-Marie en photo. Donc, moi, je vous ai mis des petits exemples de plantes qui vont avec ces différents milieux.
qu'on va retrouver dans les projets que je vais vous montrer après. On a les milieux pionniers, donc, qui se végétalisent, et c'est des milieux qui font suite à une perturbation ayant mis le sol à nu. Donc, ce que vous remarquiez tout à l'heure, Isabelle, sur des espaces qui sont en chantier, qui ont été perturbés, et on voit que les dynamiques de végétalisation sont très rapides et très riches. Ensuite, on a ces friches qui succèdent aux milieux pionniers. On va parler des prairies et gazons, des fourrés et boisements. Donc là, on voit bien qu'il y a une gradation aussi dans l'évolution de cette implantation de la végétation des friches urbaines. Et puis, on a la végétation spécifique des berges et des zones humides. Je vous montrerai pendant les questions le livre sur lequel je me suis appuyée pour retrouver toutes ces espèces, qui s'appelle La flore des friches urbaines, qui est un livre très intéressant. Pour parler des différents aménagements, en fait, je voulais vous présenter différents aménagements. Donc, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui permet d'ouvrir le débat et qui va permettre qu'on puisse discuter ensemble de ce que vous avez pu voir aussi dans le cadre de votre travail sur cet accompagnement de la flore spontanée. Donc, la première à laquelle j'ai pensé, mais là c'est un peu ma déformation professionnelle, c'est la végétalisation spontanée des cimetières. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment essayer d'accompagner cette dynamique pour aller bien sûr vers le zéro phyto et pour transformer aussi l'image des cimetières. Donc, premières images de Saint-Père-Marc-en-Poulet, où on a laissé des roses trémières à l'entrée du cimetière encadrer le panneau d'information, et où on a laissé aussi des sédums, mais aussi du pavot d'Espagne, envahir les allées de façon un peu folle, mais le rendu est très intéressant, très coloré, et ça crée une ambiance vraiment très particulière dans le cimetière. Je vous ai mis des photos d'un des cimetières de Lorient, où là c'est enherbement spontané, mais ce que je trouvais intéressant ici aussi, c'est qu'on a des plantes qui servaient pour les concessions, pour marquer les concessions, donc dans la tradition des cimetières anciens avant 1900, qui se sont un peu échappées et qui ont commencé aussi à coloniser. Alors, c'est plus des plantes horticoles, mais elles ont commencé à coloniser ou à se développer en dehors de leur espace qui leur était dédié, et ça crée des paysages qui sont très intéressants aussi. Et je vous ai mis aussi l'exemple du cimetière de Dinan. Donc là, on va retrouver à la fois des plantes qui vont se développer sur les tombes qu'on avait plantées à l'origine, par exemple les bruyères, mais on va retrouver aussi par exemple des muscaries, et puis des plantes comme la cymbellaire qui vont aider à cette végétalisation du cimetière. Des exemples de pieds d'œufs. Alors on pense souvent pieds de mur, donc je vous ai mis l'exemple de Bazouges, où il y a eu un décroutage, on a installé des végétaux, et dans ce décroutage se sont installées les valérianes, qui aiment vraiment ce type de substrat et de milieu, et qu'on voit beaucoup en pied de mur. Il y a cet exemple d'un escalier à Brest. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été conçu pour faire des petites banques de graines, pour faire des pièges à graines, et dans lequel le thym serpolé et le plantain vont venir se mettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, après installation de cet escalier, 5 ans après, on aurait eu une végétalisation des marches, parce qu'on a toujours un peu de substrat qui se cale là au niveau de la contre-marche, et ça aurait été végétalisé. Et plutôt que d'aller s'enquiquiner, aller entretenir ça ou faire en sorte que ça reste net, là, le travail aura été plutôt de créer cette petite fente, d'installer les conditions, d'installer les premières plantes, et d'être dans cette esthétique de l'escalier végétalisé. Et puis, je vous ai mis des exemples aussi de végétation spontanée en pied de clôture de chantier, où on va retrouver, comme le disait Jean-Marie, des plantes qui sont belles aussi, avec la mauve, la vipérine, le coquelicot, qui apportent un peu de poésie sauvage en ville, et qui montrent la richesse aussi que peut apporter cette flore spontanée. Donc, d'autres aménagements, là, on va être sur la protection et la régénération. Donc ça, c'est un exemple sur la ville de Rennes, où on avait une haie bocagère ancienne qui était sénescente. Ce qu'a fait la ville, c'est qu'elle a protégé le pied de cette haie avec de la ganivelle. Elle a mis les arbres morts ont été tronçonnés et laissés sur place, et elle laisse pousser en fait dans l'enceinte de la ganivelle
tout le cortège végétal qui s'implante spontanément. Et surtout, ce qu'elle permet, c'est la régénération de cette haie par les jeunes et par du coup les jeunes pousses que vont transmettre les chênes. Ici, on est sur un enherbement, donc pareil, ville de Rennes, sur des trottoirs existants, où on voyait qu'on avait des pieds d'arbres qui avaient tendance à s'enherber. Ce qu'on a fait, c'est que la ville de Rennes a complètement décrouté le trottoir, a mis un sablé, n'a pas du tout semé dans le sablé, donc, sur cette photo-ci, et a laissé la flore spontanée s'implanter. Donc ça prend 3 ans à peu près pour avoir un rendu à peu près uniforme, et ça nous permet d'avoir une végétation qui s'adapte vraiment bien à ce type de substrat et qui est très très variée. On va retrouver des géraniums, des graminées, de la digitale, voilà. Et donc même pour les pollinisateurs, ça peut être intéressant. La ville de Rennes aussi va beaucoup être attentive au fait d'avoir des espaces qui sont bordurés et de laisser un enherbement. Donc là, on avait des bordures. Elle a laissé l'enherbement naturel se faire. Elle voit si on a du passage de piétons ou pas, et s'il est nécessaire de garder ces grandes circulations piétonnes, ou si au contraire, on peut laisser l'enherbement se faire et réduire. Donc il faut que ça reste accessible au PMR, mais de réduire cet espace dédié aux piétons, et donc de relâcher aussi la pression sur des sablés, pression de gestion, sur des sablés qui sont durs à entretenir. Donc, vous parliez des prairies tout à l'heure. Donc là, on a des exemples de prairies qui sont utilisées aussi pour faire, en termes d'usage, pour faire des terrains de foot, par exemple. Et avec la prairie qui sert à la fois d'espace bucolique, mais aussi d'arrêt pour les ballons, et qui va déterminer l'emplacement du terrain de foot. Là, on est sur Melès, où c'est une prairie qui est fauchée 2 fois par an, et dans laquelle la ville a tracé un labyrinthe. Donc, c'est aussi l'occasion de créer des lisières, ou ici, comme l'a fait la ville de Melès, de laisser, en fait, il y avait une zone qui est une petite dépression humide dans le parc du Quincampoix, qu'elle a vu qu'il y avait une capacité de recréer une petite mare, donc a donné 2-3 coups de pelle au bulldozer et a laissé faire la végétation. Et comme vous le savez, donc c'est tout ce qui est milieu de berge, ça va très vite. Donc en un printemps, en 6 mois, en fait, on avait déjà le cortège végétal des berges qui s'était implanté, et on avait l'impression que cette petite mare-là était là depuis toujours. Là, je vous ai mis un exemple de projet qui s'appelle des pièges à graines. Donc ça, c'est un projet qu'on retrouve à Rennes. Donc c'est pareil, on est sur du pied de mur et on va inciter les sauvages à venir s'implanter. On a laissé une zone, on peut laisser les eaux de pluie s'écouler dedans. On installe un empierrement, ici c'était du schiste en grosse pierre, et on sait que ça va créer des zones propices au captage de différents substrats et ensuite au fait que des plantes sauvages s'implantent. Donc là, on a un espace où ça a peut-être un peu moins bien fonctionné, et puis ici, on a un espace où ça a complètement fonctionné et où la valériane notamment s'est installée. Donc voilà pour les exemples. Des exemples d'aménagement. Là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le Jardin des Vagabondes à Rennes. Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2016 et 2017 avec l'aménageur de la ZAC Euro-Rennes à Rennes. Donc, on est dans un quartier qui était squatté. En fait, c'est un quartier qui est en rénovation urbaine où il y avait des problématiques de rachat d'habitations et de démolition d'habitations pour recréer la ville sur la ville et créer des logements plus denses, on va dire. Donc ici, on avait une parcelle sur laquelle il y avait donc un immeuble, une maison et une maison. Et ces bâtiments ont été rasés. Et à la place de ces bâtiments, on se retrouve avec une parcelle qui fait 1000 mètres carrés. Et en l'état, à l'époque, ça donnait un peu une mauvaise image du quartier parce qu'on avait cette zone de friche là, avec ces clôtures à proximité d'une école et de la gare. Donc, il s'agissait ici de trouver une occupation sur cette zone de friche et de se dire aussi que c'était quelque chose qui était temporaire. Donc, les enjeux de ce projet, c'était d'occuper l'espace. Donc, ça, c'est très important, d'occuper l'espace, mais de façon temporaire, le temps que de nouveaux logements ou équipements s'implantent sur la zone.
On voulait que cet espace soit fabriqué collectivement pour qu'il soit l'espace des habitants du quartier et que les habitants s'approprient vraiment les lieux pour en faire un espace dans lequel ils allaient se retrouver, créer de la convivialité, parler des plantes, donc échanger, partager, bouturer, multiplier les plantes. On voulait aussi que ce soit un endroit qui soit propice à l'accueil de la biodiversité et un endroit qui servirait à préparer l'après, donc à préparer pour les nouveaux aménagements. Donc les enjeux, c'était, moi j'avais vraiment envie de travailler sur cette thématique de la friche urbaine et de se dire que voilà, c'était une vraie richesse en ville quand on avait des lieux de ce type. Donc de changer le regard sur la friche, ça c'était le premier enjeu, de permettre une occupation de la ville plus libre aussi sur ce type d'endroit. La friche est propice à ça. Donc d'accueillir la biodiversité, de parler de la friche en ville et de faire un espace qui prépare demain. Donc ça, c'était les enjeux. Pour dessiner ce projet, j'ai dessiné un jardin qui s'appelle Les Vagabondes, en dessinant une petite histoire qui permettait de parler des plantes qu'on apprivoise, des plantes jardinées, des plantes qu'on apprivoise et des plantes sauvages vraiment du milieu de la friche. Donc le jardin a été dessiné de cette façon. Donc, la zone telle qu'elle était quand on l'a réceptionnée, donc là c'est après le passage des entreprises de démolition, la zone a été clôturée et on a retrouvé en fait une espèce de grand plateau à nu sur lequel commençait à pousser de la bardane par exemple ou pas mal de poissets. Donc suite au dessin qui avait été fait, une entreprise de terrassement est venue, nous a fait quelques fosses pour retrouver de la bonne terre sur cet endroit-là et cet endroit-là et cet endroit-là. Et on a gardé bien sûr les déblais. Donc vous voyez que la terre n'était pas très bonne, c'était beaucoup de caillasses. Et on les a gardés pour commencer à structurer le jardin. Là, on voit les premières interventions des habitants sur le projet, où on commence à préparer en fait la mise en place du chantier. Ici, c'est le chantier. Donc, c'est un chantier qui a duré 3 jours avec la MFR de Saint-Grégoire, la Maison familiale rurale, et un groupe de 20 stagiaires. On a fabriqué le jardin avec des éléments de récupération qu'on a pu avoir grâce à la ville de Rennes et grâce aussi à la SNCF toute proche. Donc voilà, donc, c'est un chantier qui a duré 3 jours et qui nous a permis de mettre en place les grandes lignes du jardin. On a aussi pu travailler avec la prison des femmes sur certains éléments, comme celui-ci qui est une calade. La prison était à côté et donc certaines personnes ont pu avoir des permissions pour travailler avec moi sur le jardin. La photo qu'on voit ici en bas à gauche, c'est une photo une fois que le jardin avait fini d'être mis en place. Et c'est les premiers ateliers qu'on a mis en œuvre avec les habitants du quartier. Et des œuvres d'art aussi dans ce jardin. Et donc, l'idée, là, c'était qu'on fasse une grande structure pour ce jardin, qu'on le dessine, et ensuite, on demande aux habitants de continuer à fabriquer le jardin et d'accompagner cette friche, parce qu'on reste vraiment dans cette idée de friche. Donc, le suivi de cette friche, c'est un dimanche par mois. On invite, il y a un espèce de groupe qui s'est formé. On n'a pas voulu faire d'assaut ni de collectif, ça reste très libre parce qu'on veut qu'il y ait une occupation de tous, donc des réguliers, mais aussi des gens qui sont dans le quartier gare ou des gens qui n'ont pas le temps de faire du jardin mais qui veulent simplement venir ici. On a aussi des enfants du centre de loisirs à côté qui viennent tous les mercredis. Mais par contre, un dimanche par mois, on invite les habitants, les riverains, le petit groupe là qui est toujours un peu présent, à venir désherber les plantes voilà, qui prennent trop le dessus ou qu'on ne souhaite pas forcément voir sur ce jardin-là, et à mettre un petit coup de propre ou à planter dans le jardin. Une fois par trimestre, on a l'assaut vers le jardin qui vient tondre et redonner un petit coup d'éclat au jardin. Et puis au quotidien, on a un groupe voilà, de 5-10 personnes qui viennent très régulièrement pour observer les oiseaux, pour voir si voilà, il n'y a pas de dégradation dans le jardin parce qu'il est toujours ouvert. Et on organise aussi des bourses aux plantes sur le jardin. Donc, on a la société d'horticulture qui vient nous déposer des plantes. On a Rennes Jardin qui vient aussi, Nature en Ville. Les habitants du quartier qui nous déposent des plantes et qui les mettent à l'entrée du site.
on fait aussi des grandes fêtes de temps en temps sur le jardin, ce qui nous permet d'animer cet espace et ce lieu de friche. Alors, en termes de regard sur le jardin, je pense que c'est intéressant qu'on voit le jardin dans tous ses états. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur cet esprit de friche, donc à l'hiver, et à la fin de l'automne, on est sur un jardin qui est tout sec. En plus, nous, on fait vraiment le choix de laisser les végétaux sécher et monter en graines pour que les oiseaux puissent y trouver leur compte dans le jardin. On a du chardon, on a du carder, on a de la bardane. Et en fait, cette nourriture-là, elle est essentielle, par exemple, pour des chardonnerets qui vivent vraiment sur les lieux. Donc, ça veut dire que dans le quartier, le jardin, des fois, il a des allures un peu de jardin décrépit, mais ça fait partie de la démarche. Donc, on voit là qu'en hiver, on s'affaire aussi à venir continuer à préparer le jardin pour le printemps. Et donc, chaque année, on fait des semis, par exemple d'engrais verts pour préparer le printemps. On vient replanter des plantes des jardins. Et ce qui est intéressant avec ce jardin-là, c'est qu'on a des surprises. Moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois qu'on y vient, on a de nouvelles plantes qui se sont installées, on a certaines autres plantes qui se sont déplacées. On parle vraiment de plantes vagabondes. Et on a une vraie belle diversité de plantes dans ce jardin. Ça fait qu'il a une image de jardin sauvage, mais en même temps qu'on essaie d'apprivoiser gentiment. Et donc, en termes de plantes, on va retrouver de la carotte, du carder, du fenouil, des millepertuis, des coquelicots. On a beaucoup de bardanes. Là, on ne les voit pas, mais elles occupent une grande partie de l'espace. Et donc, des digitales, des cystes, de l'ambroise contre laquelle on doit lutter. Et ces plantes, en fait, elles servent à pailler le jardin. Il y a un jardin partagé en face, donc on va pailler avec la bardane le pied des tomates. C'est des plantes qui servent à se nourrir. On a des mûres, des framboisiers, donc pour les enfants. Elles servent pour les oiseaux. C'est des plantes qui évoluent. On va en récupérer les graines aussi, et donc elles nous servent aussi à parler de cette diversité végétale qui est vraiment importante en ville. En termes de perception et d'appropriation, c'est un projet qui est bien accepté dans le quartier, malgré son côté un peu sauvage. Et comme il est là depuis 3 ans maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, ouais, de 3 ans, il évolue aussi dans le temps et je pense que le regard aussi évolue sur ce jardin-là. Et en plus, on a beaucoup travaillé sur le côté artistique du jardin, donc ça accueille aussi un public qui va être sensible à ce côté art des friches. Voilà. Et donc, en ouverture, un peu, je voulais vous montrer un autre projet pour lequel on s'appuie sur les plantes sauvages. C'est un jardin de dépollution des sols qui s'appelle le Mouvement des Fleurs, donc qui est fait sur un site qui s'appelle les Cartoucheries à Rennes. C'est un ancien site de fabrication de cartoucheries pour la Première Guerre mondiale, et c'est un site qui est pollué. Des métaux lourds, en fait, zinc, plomb, cuivre. On a des habitants qui avaient travaillé sur le devenir de ce site-là, et sur cet espace particulier dans le site, ils voulaient un jardin d'aromatiques. Moi, j'avais été contactée pour travailler sur ce projet, et en voyant ces contraintes de pollution, je me suis dit, mais en fait, on va transformer ces contraintes de pollution en opportunités pour parler de la dépollution du sol par les plantes, et pour en faire quelque chose de populaire et d'ouvert à tous. Donc, ce jardin de dépollution, l'idée, c'est de construire des carroyages là, en pierre de récupération, et dans chaque carré, d'implanter des plantes dites hyper accumulatrices. Donc, on va retrouver de la silène, de la corbeille d'or. Et dans ces plantes hyper accumulatrices en phytoextraction, on va retrouver aussi du plantain, du trèfle, du saule, du bouillon blanc. Et ces plantes, elles viennent naturellement dans le jardin. Donc, dans ce jardin-là, en fait, on va à la fois planter des choses qui viennent de pépinières, et à la fois, on va laisser les sauvages parce qu'elles font de la dépollution, et on les laisse aussi parce que moi, je pense que c'est très important pour que la phytoextraction se fasse, qu'on crée un milieu équilibré avec vraiment des cortages végétaux et des systèmes donnant-donnant entre plantes qui vont se faire à condition de laisser de la place aux plantes sauvages. Donc, en conclusion, donc c'est
les changements climatiques entraînent des évolutions au sein des cortèges floristiques et faunistiques. Et on a aujourd'hui, en fait, on peut observer que, par exemple, on voit que les arbres souffrent, notamment à cause des sécheresses, des inondations, des tempêtes, ce qu'on appelle des chocs, et aussi parce qu'on a une certaine pression exercée par des plantes sur les milieux. Donc, avoir une connaissance des plantes sauvages, pouvoir observer l'évolution des milieux et accompagner leurs équilibres, ça doit faire partie, je pense, des compétences des agents de terrain, parce que leur observation au quotidien, leur observation des espaces verts vont nous aider pour comprendre l'évolution des milieux et pour nous aider aussi à accompagner cette transition écologique qui se fait aussi avec l'évolution du climat. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je quitte le diapo et j'arrive par caméra. Merci Adélaïde. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par la bulle de conversation. Après, je me dis que s'il n'y a pas grand monde, vous pouvez peut-être désactiver votre micro et poser votre question directement. Tout simplement en n'oubliant pas de désactiver ensuite votre micro une fois que vous ne parlez plus. Merci. Pas de questions? Sinon, je regarde. Non, pas de questions. Sinon, ce sera Emmanuel et Vincent. Ah si, une question qui arrive. Non, c'est une remarque d'Isabelle. Ça donne envie de lancer des projets avec les communes locales. Oui, les communes, je pense qu'il y en a pas mal qui sont partantes pour faire ce type de choses-là. C'est juste qu'il faut qu'elles soient accompagnées et qu'on leur dise que c'est possible et qu'en termes d'acceptation, ça, c'est pas très compliqué, je pense. C'est juste qu'il faut communiquer, comme disait Jean-Marie. Très bien, je pense que vu qu'il n'y a pas de questions, nous allons donc laisser la parole à l'équipe de Saint-Lunaire. Je vais vous laisser vous présenter et commencer. Merci d'avance. Alors, bonjour. Donc, je ne sais pas si on nous voit en plein écran, là. Oui, enfin, moi, je vous vois. D'accord. Bonjour, donc Emmanuel Sibert, responsable développement durable à la commune de Saint-Lunaire. Et moi, je suis Vincent Bouche, adjoint environnement biodiversité à la commune de Saint-Lunaire. Je suis dans la 2e mandature. Donc, vous voulez qu'on démarre par la présentation un petit peu comment dirais-je, du calendrier qu'on avait mis en place sur la commune de Saint-Lunaire. Oui, peut-être en précisant juste qu'on a été meilleure petite commune, meilleure petite ville de France pour la biodiversité l'année dernière. Donc, on va pas trop se brosser dans le sens du poil, mais il doit y avoir quand même quelques trucs pas trop mal. Donc, en fait, tout ce qu'il est important de préciser, je pense, c'est dès le début, avant qu'on entame les discussions, c'est qu'historiquement, ça fait très longtemps que les démarches sur l'appropriation de la biodiversité en général ont été entamées. Donc, c'est tout simplement pour donner l'importance de la communication, des animations, des articles dans les bulletins, des actions de sensibilisation auprès des écoles, de tout public. En gros, on s'intéresse pas à ce que l'on ne connaît pas, mais dès qu'on a la connaissance, la moindre petite chose à laquelle on ne prêtait pas attention, là, on y fait attention et du coup, on la préserve. Donc, je pense que c'était important de rappeler ça, puisque voilà, c'est de là que découle tout. En fait, il faut partir dans l'esprit que ça se construit. C'est-à-dire que nous, on est parti à partir de 2008 avec un plan d'aménagement de développement durable, mais qui s'est fait avec la population. Donc, ce sont des ateliers. Les 3 axes majeurs en sont sortis, dont notamment un axe biodiversité. Et à partir de là, vous commencez à construire. Vous écoutez les gens et vous construisez l'outil que vous allez mettre en place. Et c'est un outil qui va vous accompagner. Alors là, vous voyez, plus de 10 ans après.
Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est aussi de le faire avec les agents qui vont devoir le mettre en place. Donc ça va des agents de terrain. Donc là, vous réunissez tout le monde, vous commencez à discuter, à échanger, savoir quelles sont leurs envies, leurs priorités, leurs connaissances. Et là, vous commencez à partager avec eux et vous renforcez là où il y a des manques. Et en fait, vous développez là où il y a des atouts. Et de fait, on travaille tous ensemble et ça va quand même plus vite. Donc ça, c'est déjà pour moi la première base. Et puis ensuite, effectivement, comme le dit Manu, Saint-Lunaire, c'est pas très difficile parce que on a des milieux tellement différents et tellement riches qu'en fait la biodiversité, elle est quand même très présente. Après, notre responsabilité, c'est quand même de la conserver. Donc on est parti de ça. Et puis à partir de donc développer la biodiversité. Alors là, on est sur la flore spontanée. C'est que la flore spontanée, on l'associe automatiquement à une espèce, voilà, ou des espèces. Et donc la première chose qu'on a commencé à faire à partir de donc c'est des études sur d'abord connaître la flore locale. Donc on a eu un stagiaire qui est arrivé, je crois de mémoire, en 2009 et qui a commencé à identifier la flore dans les différents milieux de la commune. Et on est arrivé à plus de 700 taxons, ce qui fait que globalement, une commune moyenne, on doit être en Ille-et-Vilaine dans les 350 taxons, donc on va dire le double de taxons. Et c'est lié à des milieux très particuliers comme les dunes, comme la forêt, comme les milieux marécageux, maritimes. Voilà, on a tout ça, donc c'est aussi une chance. Et puis même le milieu urbain qui est très riche, puisqu'on l'a vu en termes d'espèces. Donc c'est ce qui a découlé également sur l'Atlas de la biodiversité Voilà. communale qui voilà, c'était une base et donc on a une base de connaissances qui permet de développer des actions et de communiquer. Alors ce qui a été aussi un élément déclencheur, c'est comme pour beaucoup, c'est le zéro phyto, l'engagement du zéro phyto en 2008. Donc là, zéro pesticide, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples. À l'époque, il y en avait peut-être un peu moins. Donc nous, une étape a été franchie avec l'utilisation de vinaigre. Donc le vinaigre a permis de contrôler toute cette flore qui était spontanée. Et puis ensuite, l'autre idée a été petit à petit de se passer de ce vinaigre. Et donc on a lancé un peu dans la même thématique que les incroyables comestibles, on a lancé les incroyables sauvages. Et donc en fait, à Rennes, par exemple, avec Bretagne Vivante, il avait été mis ces petites bandes enherbées qui le long des trottoirs et qui étaient préservées pour la flore. Alors souvent c'était une flore horticole plantée, mais ça pouvait être accompagné d'une flore sauvage. Et donc nous on a sélectionné 5 plants naturels, naturels ou spontanés un peu horticoles comme les régions cadenvensis. On a la pariétaire, on a la violette, on a la centratus, donc ce qu'on appelle la valériane rouge, la cymbalaire dont j'ai entendu parler tout à l'heure. Et ces plantes ont cette capacité de couvre-sol. Et donc, on sait très bien que les plantes se développent à partir des ultraviolets qu'elles perçoivent. Et donc, si elles ne perçoivent pas les ultraviolets, des adventices qu'on n'aime pas trop, comme entre autres les pissenlits, et il y en a à peu près 500, je crois, dans cette famille, eh bien, on les maîtrisait par ces plantes couvre-sol qu'on a essayé de se développer. Et on a aussi expliqué à la population que l'intérêt était d'avoir des corridors le long des trottoirs pour une certaine faune invertébrée nocturne qui puisse se déplacer. On peut utiliser le ver luisant, par exemple. Et ça nous a amené à faire un avis de recherche sur le ver luisant. Et puis, cette fleur aussi, elle a un côté esthétique. Donc, le changer de regard, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était ça aussi. Donc, les petites marguerites qu'on voit, les cadenvensis, mais aussi la pâquerette, qui ont à la base une belle rosette, eh bien voilà, toutes ces plantes-là, nos agents les ont sélectionnées petit à petit dans certains secteurs de la ville. Ça se développe très vite. Elles sont adaptées, sécheresse, beau temps, froid, tout résiste. Et puis après, on n'avait plus qu'un contrôle. Donc voilà. Ça, faut préciser que c'est sans découper le bitume, ouais, comme ça a pu être mené ailleurs. Hein, alors, si on prend la pariétaire, par exemple, la pariétaire, elle est de la famille de l'ortie. En ville, c'est plus difficile en zone urbaine de laisser se développer l'ortie. C'est encore très mal perçu. On peut le laisser dans quelques parcs, quelques aménagements, mais le long des trottoirs, c'est plus difficile. Or, la pariétaire, pour les papillons nocturnes, c'est une base, voire même diurne, c'est une très bonne base. Et on commence à revoir de la petite tortue en cœur de ville. Donc ça, c'était un intérêt majeur. Et on a associé aussi ces plantes, toujours pareil, avec de la faune, avec les oiseaux.
Et donc, on a lancé un avis de recherche sur le moineau. Et l'avis de recherche moineau, on a expliqué aux gens que les fleurs, ce sont des insectes, que les insectes sont consommés par les oiseaux, notamment pour nourrir leurs jeunes, et que c'était la base de protéines. Et que s'il n'y avait pas cette base de protéines, eh bien, on ne fallait pas espérer avoir un développement du moineau, mais en règle générale des oiseaux au cœur de la ville. Et puis ensuite, pour les granivores, c'était une ressource de graines. Et aujourd'hui, on voit, j'entendais parler de chardonnerets, mais en cœur de ville, nous avons des notes mélodieuses, des chardonnerets, plein d'oiseaux, le moineau notamment, et qui viennent manger ces graines ou ces insectes le long de ces bordures. Donc ça, aujourd'hui, c'est très bien accepté. Et puis, on a fait une sortie découverte de la flore urbaine, avec, il y avait à peu près 40-50 personnes. Plusieurs sorties. Voilà, plusieurs sorties découvertes. Et puis, on a expliqué aux gens que certaines aussi pouvaient être comestibles. Voilà, tout simplement. Et que, quelque part, en changeant de regard, les vieux murs pouvaient porter quelque part un potager naturel et qu'on pouvait récolter à hauteur comme ça. La cymbalaire se consomme, les pâquerettes se consomment, la pariétaire se consomme, elle peut même être utilisée autrement. Voilà, on a mis un petit peu le côté retour à la connaissance de ces plantes-là. En luttant aussi contre l'usage impropre du mot propre, un espace propre, voilà. Donc la végétation est sale, voilà, donc lutter contre ces idées reçues, propres, c'est aseptisé, c'est aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui cette étape-là elle est franchie et qu'elle est totalement acceptée. Alors on a ça s'accompagnait, excuse-moi, aussi d'un plan de sauvegarde des pollinisateurs, donc pour prendre conscience de l'importance du. C'est-à-dire que nous la vision de la flore spontanée, elle est pas sectorisée, elle est à l'échelle globale de la commune. C'est-à-dire que puisqu'on a fait un atlas de la biodiversité, on sait aujourd'hui où sont telle espèce d'oiseaux, telle espèce de papillons, on continue encore, mais telle espèce d'insectes ponctuellement, voilà. Et à partir de là, les amphibiens notamment, et à partir de là, on développe des trames qui partent du cœur de ville. Alors il existe par exemple la gestion différenciée que nous on met pas en place parce que la gestion différenciée, à mon sens, elle a un défaut, c'est qu'on part du cœur de ville avec un classement 1. Donc là, c'est nickel, les petites fleurs, la tonte à 3 cm. Et plus on s'éloigne, et plus on a des codes un peu plus lâches. On peut aller jusque 5, voire 6. Nous, le code 6, carrément, on l'a mis directement au cœur de ville, c'est-à-dire au centre de la ville. Et la mairie devait être un exemple d'un jardin nature où la flore spontanée se développe aussi et qu'on l'accepte. Et les gens viennent souvent à la mairie, et la mairie, c'est un peu le regard phare. D'abord, c'est la collectivité qui lance l'action, et les gens viennent facilement à la mairie. Et à partir de là, on a laissé se développer les incroyables sauvages, c'est-à-dire tous les exemples sont représentés dans le parc de la mairie, dans le parc du presbytère pour les zones les plus urbaines. Et toutes ces zones-là, on a fait des réservoirs de biodiversité au cœur même de la mairie, c'est-à-dire que vous avez un réservoir, un espace qui n'est absolument pas touché par les agents et qui se développe sur 1 an, 2 ans. Alors, j'ai entendu tout à l'heure expliquer effectivement la chronologie. On part d'une graine qui va donner une annuelle. Ensuite, on va avoir les bisannuelles, on va avoir les vivaces. On est quasiment à un stade de 3-4 ans suivant les milieux. Ensuite, on va avoir du ligneux, donc la strate arborée. Et là, on regarde à quel moment on doit intervenir. Et ça, c'est fonction des réservoirs et puis d'une charte qu'on a mis en place. Alors, on a une charte de biodiversité de la commune, mais pour les agents, on a une charte qui s'appelle la charte du développement du vivant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait conscience que la spontanée, c'est de l'évolution. Et on a tendance, nous, humains, depuis le néolithique, à vouloir bloquer les choses. Et c'est bien de revenir sur l'historique des plantes parce que, en fait, c'est une grande machine qui est en évolution. On ne vit pas assez longtemps pour la voir. Mais bon, le stade final, c'est le stade climatique avec la forêt. Eh bien, il faut avoir cet esprit-là. Et nous, fonction du milieu, fonction du réservoir et des espèces qu'on a, eh bien, on peut revenir en arrière à un moment donné. Voilà, avoir une gestion. Concrètement, si une tonte était prévue le 15 mai, le 15 juin et le 15 juillet, on abandonne tout, les papiers sont à la poubelle, c'est l'œil qui va décider en fonction de la connaissance et du regard sur le milieu. Je voulais juste dire, en tant qu'agent, parce que là, c'est un élu qui parle, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, dans le parc d'une mairie.
où on est habitué à voir quasiment un green de golf avec les petites fleurs qui viennent du pépiniériste. Voilà, c'est quand même un travail de longue haleine pour arriver là, mais voilà, le travail a commencé depuis longtemps. Je Ouais, pense que c'est une action qui est lancée, mais et en même temps, je pense que mais maintenant, enfin, on a fait, voilà, les élus sont venus voir ces espaces où bah, tout simplement l'herbe atteignait 30-40 centimètres et on constatait que ça grouillait de partout, alors qu'un espace tondu à côté, c'était ce qu'on appelle nous du béton vert, quoi. Il y a rien. on change des critères de beauté en fait. Puisque c'est vrai que le changer de regard, c'est ça, mais on change pas de regard du jour au lendemain. Donc il faut 2, 3 ans. Le cimetière, ça nous a pris 3 ans. Au bout de 3 ans, on n'avait plus aucune réflexion. Et on est parti sur la flore spontanée. On a observé ce qu'il y avait à pousser. Et puis on a dit, bah voilà, on va laisser, il y a du pâturin, on va laisser le pâturin se développer. Donc on a arrêté d'intervenir. On a laissé le pâturin s'élever. On a choisi la période prolixe, là où il y a le moins de monde, où les gens vont le moins au cimetière. Favorablement, on l'a laissé grainer. Et ensuite, on est reparti sur une base. Et on a laissé le pâturin grainer, donc pousser. Et à partir de là, on est intervenu uniquement en tonte haute. Et ce qui fait qu'on n'arrachait pas les jeunes pousses. Et donc, tranquillement, ça s'est stabilisé. Et petit à petit, on a mis un calendrier en place parce qu'on a eu quelques réflexions, c'est normal. Et donc, on a mis un calendrier avec la fête des mères, la fête des pères, forcément la Toussaint. Nous, on a quand même des résidences secondaires. Donc, la période où les résidences secondaires arrivent et pouvaient potentiellement arriver à venir fleurir la tombe des grands-parents en arrivant le jour. Voilà, on s'est basé là-dessus, on a un calendrier, on intervient. Il y a des moments où c'est un peu plus haut, des moments où c'est un peu plus court. Aujourd'hui, les allées sont engazonnées et la cymbalaire s'accapare les pourtours des tombes, des choses comme ça, et les agents sont habitués et laissent. Et puis d'intervenir peut-être, il y a des moments très ponctuels, hein, quand on a l'Érigeron cadanensis, voilà, c'est 30 000 graines, donc on évite de laisser se développer. Donc là, on est capable d'aller à trois agents, d'arracher tous les pieds, parce qu'on sait que derrière, le temps gagné va être exceptionnel. Et puis ensuite, on va laisser cette flore. Donc nous, c'est très flore spontanée, en fait. Ouais, tu parlais d'engazonner, c'est pas forcément de la semence gazon, hein. D'ailleurs, même pour les nouveaux aménagements, des nouveaux aménagements de voirie ont été faits le long d'une départementale sur la commune avec pistes cyclables. Tous les espaces habituellement enherbés, ils ont été laissés tels quels et c'est uniquement la flore spontanée qui est arrivée. Alors c'est des atouts pour la biodiversité puisque les essences qui arrivent, forcément, c'est celles qui sont consommées entre guillemets ou pollinisées. Et puis donc économie financière. Et de toute façon, si vous laissez un gazon et qu'il n'est pas forcément entretenu comme dans un parc ou dans un golf, au bout d'un moment, cette flore va revenir d'elle-même. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'engazonner. Changer de regard, c'est de la connaissance aussi, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens n'ont plus la connaissance. Les anciens ont encore quelques connaissances sur la biodiversité, et donc il faut aussi redonner de la connaissance. Et nous, tous ces espaces-là, on les avait dénommés garde-manger, en fait. Et donc, on avait un panneau et on expliquait que telle espèce, alors on voyait le panneau, sur le panneau, ça nourrissait ce que j'entendais tout à l'heure, le chardonneret, que ça nourrissait le verdier, que ça nourrissait le moineau. Et tout ça, les gens le voyaient en photo, mais dans la mairie même. Ce qui fait que qu'ils aillent dans le cœur dans le centre-ville, ou qu'ils aillent en périphérie, ou qu'ils aillent près du terrain de foot ou dans le cimetière, finalement, ils avaient toujours la même information. Et petit à petit, c'est devenu le jardin du presbytère. En fait, on l'a transformé en jardin pédagogique. Et donc aujourd'hui, il y a des expositions faites par le service jardin biodiversité, et ces expositions qui représentent à peu près de mémoire une dizaine de panneaux, eh bien, elles changent à peu près tous les 6 mois. Et là, vous avez un parc enfant, et dans le parc enfant, là, il y a un entretien qui est un petit peu plus soutenu, et tout autour, c'est plus vaste. Et puis, on a mis en place aussi quelque chose qui paraît important, c'est on oublie souvent l'humain. Alors, quand je dis l'humain, c'est le résident. Alors, faire pour du spontané, pour la flore, pour la pollution, c'est pas toujours bien ressenti, en fait. Les gens se demandent est-ce que c'est vraiment efficace ou pas, et donc on a accompagné toute cette démarche de ce qu'on appelle, nous, un concept qu'on a appelé ville gourmande. Et donc, en fait, c'est aussi de planter pour les gens. Et donc, l'acceptation est différente.
C'est-à-dire qu'on a planté en cœur de ville, ça commence toujours pareil dans le parc de la mairie, le long des baladoirs qui sont des promenades piétons vélos, le long des lotissements, etc. Aujourd'hui, ce qu'on plante, c'est plus de l'horticole, c'est des cassis, des groseilliers, des vignes, des kiwis, des pommiers, on plante des noisetiers, des choses comme ça, voilà. Là, on est un peu moins, on va dire, sur les espèces Mais ça permet l'acceptation. Mais ça permet l'acceptation. Voilà. Et sous ces haies, on laisse aussi la végétation spontanée, locale, voilà. Et là, l'acceptation est totalement différente parce qu'en fait, on fait sortir les gens de chez eux, ils quittent la télé, ils quittent l'écran et ils viennent ramasser la pomme, ils viennent ramasser la poire, ils viennent cueillir. Vous avez des fils qui sont tendus comme ça sur lesquels coulissent des murs. Là, c'est la période où les gens commencent à les manger. Dans le jardin du presbytère, il y avait déjà cette première étape avec des cassis. On voit les jeunes enfants. Et là, on s'approprie un contact vers le naturel, vers la nature. Donc, nous, on fonctionne un peu comme ça. Et j'entendais parler de Gilles Clément. Et Gilles Clément est à la base de notre charte sur la biodiversité en mouvement, en fait. C'est qu'il faut aussi accepter à un moment donné que ça change. Et ce qu'on demande aux agents, c'est d'abord de ne pas hésiter à changer de mode, de suivi. C'est-à-dire que si à un moment donné, une nouvelle végétation apparaît, si dans leur regard, quelque chose leur paraît plus intelligent, eh bien, il faut pas hésiter à le proposer et à le faire. Voilà, rien n'est fixé sur le papier. Et ce sont des observateurs. Enfin, les agents, d'ailleurs, c'est bon à préciser, je pense, parce que c'est pas anodin. Ce n'est pas un service espace vert, c'est devenu le service jardin et biodiversité. Voilà. Donc, ce sont oui, de vrais observateurs qui se renseignent au fur et à mesure de leurs découvertes, nous informent et contribuent également à enrichir la classe de la biodiversité. On a par exemple le technicien du service des eaux qui, quand il va relever les compteurs, eh bien, s'il voit une salamandre, s'il voit un crapaud, s'il voit, voilà. Là, on est un peu plus loin de la flore spontanée, mais c'est l'état d'esprit global. Il nous renseigne, c'est cartographié et ça permet d'adapter des modes de gestion. Donc, et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les agents, alors il y a 4 agents avec la responsable, les agents du service jardin biodiversité de la ville de Saint-Lunaire, avec leur téléphone, peuvent rester 20 minutes, une demi-heure sur une plante à photographier les pollinisateurs. Il y a 2 raisons. Il ne faut pas souvent. Non, mais c'est dans le cadre du SPIPOL, donc le suivi photographique des insectes pollinisateurs, donc le plan de sauvegarde qu'on a mis en place, et ça permet aussi d'encourager la démarche, donc de leur apporter de la connaissance. Ils prennent aussi donc la photo et ça nous donne nous un rendu. Ça nous permet après avec un peu plus de spécialistes de travailler sur notre atlas de la biodiversité. Et puis ça donne sans doute, moi j'ai tendance à dire quand on est jardinier de nature, c'est-à-dire jardinier de cœur, on a choisi cette fonction, enfin ce travail, on devient jardinier de la nature. En ville, on est quand même jardinier de la nature, comme un agriculteur est. Et c'est-à-dire qu'on engage entre les habitants, les élus, les agents, les associations, eh bien, la responsabilité, elle est collective. Souvent, on a mis, moi je pense à tort, le viseur sur l'agriculture. Je pense qu'on est tous responsables. Les collectivités ont fait des désastres écologiques. Et donc, c'est de se responsabiliser collectivement. Et je pense que le spontané passe beaucoup mieux quand on ne divise pas, quand on associe. Et alors, sur le spontané, on a parlé des espaces publics. Donc, je pense qu'il faut vraiment associer les espaces privés. Donc, c'est ce qui a été fait à la commune. On a créé une sorte de label il y a 1 an et demi qui s'appelait Jardin Biodiversité. Donc, en 3 mots, la diversité biologique dans la ville. On est actuellement à 120 foyers. Donc, ça représente, on n'est qu'une commune de 2400 habitants, même si bon, il y a beaucoup de maisons, mais c'est surtout des résidents principaux qui sont engagés. 120 pour 120 foyers, donc c'est énorme. Je pense. Ça représente 18 hectares. Et donc, ils ont une charte. Voilà, ça représente 18 hectares. De jardin. Donc, la biodiversité, si on fait des efforts sur les espaces publics, ils sont aussi faits sur les espaces privés suite à toutes ces communications, ces appropriations. Et ces personnes, donc, on s'engage dans une charte, évidemment, sans contrôle, sans moyens coercitifs, c'est pas le but.
Le but est de sensibiliser, mais tout le monde joue le jeu. Et maintenant, on a, eh bien, par exemple, on parlait des orties tout à l'heure, qui sont vraiment des mal-aimés de nos jardins. Ils ont une fiche sur les orties. Ils découvrent le nombre d'espèces de papillons qui sont inféodés à l'ortie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ortie, il n'y a pas ces papillons-là. Et ce sont principalement les papillons, on va dire, beaux, entre guillemets, c'est-à-dire assez grands, assez colorés. Mais ça permet de. Enfin, maintenant, si on va dans les jardins, on a un après-hérisson, un endroit où il y a le compost avec je sais pas, des orvets qui se reproduisent, ils vont les laisser. Le seuil de la peur est dépassé. Il y a un petit coin avec des ronces, un petit coin avec des orties, des friches. Les tontes qui ne sont que des passages ou un espace seulement pour mettre sa table. Donc c'est favoriser la spontanée en ville. C'est toujours une vision globale, c'est-à-dire que c'est pas intéressant si la collectivité. Pourquoi? Parce que nous l'intérêt c'est la biodiversité, c'est de maintenir la biodiversité que nous avons, qu'on a commencé à qu'on a relevé au travers de l'Atlas biodiversité et qui est toujours. Et si vous voulez, ça nous amène au final à travailler sur la trame noire. Et aujourd'hui, les gens nous disent couper la lumière, et la lumière est coupée aujourd'hui. Alors, elle l'était déjà, mais si vous voulez, entre juillet, août, pour toute la partie semi-urbaine et campagne, la lumière est totalement éclairée. Enfin, il y a pas de lumière en fait. On n'allume pas, on n'éteint pas. C'est pas si anodin que ça pour la flore spontanée, hein, l'éclairage, puisque ça joue sur la pollinisation, sur les insectes. L'éclairage est le deuxième impact. L'éclairage est le deuxième. Il faut jamais le dissocier, je pense, de. Non, parce que l'éclairage. La flore de tout. L'éclairage est le deuxième impact après les pesticides sur les insectes. Donc, vous voyez, sur la disparition de la biodiversité en général. Donc, sur le concept de biodiversité urbaine, bah, c'est quand même important. Mais tout ça nous amène aussi à, des fois, on peut quelquefois revenir en arrière. Par exemple, à un moment donné, j'entendais aussi, je sais plus le nom du monsieur, mais effectivement, on est dans l'évolution, c'est du vivant, donc ça vit, si on ne fait rien, ça évolue. La friche urbaine, mine de rien, c'est quand même ce qui est le plus riche. C'est un stade où la diversité de la biodiversité est très riche. Nous, on peut très bien, à un moment donné, revenir en arrière, c'est-à-dire essayer de garder cet effet moi j'aime bien parler d'effet de Bloom, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pouf, ça explose complètement. Et on voit bien, dès qu'on lâche un peu la pression, pouf, la biodiversité, elle revient très vite. Donc la flore, la flore spontanée, les insectes, tout se remet en place immédiatement. Puis à un moment donné, si on arrive au stade ligneux, ça peut commencer, parce qu'il y a moins de lumière, les espèces vont disparaître. Et là, on peut revenir en arrière, mais en travaillant de manière intelligemment, c'est-à-dire que souvent, on parle de fauche tardive, mais il s'agit de broyage. Et donc, finalement, on fait que de broyer tout le vivant qui a pu évoluer. Donc, on est plutôt à travailler sur de la vraie fauche, de la coupe. Donc, il a fallu essayer d'optimiser le temps des agents et d'enlever du travail. Et donc, on a utilisé les moutons, par exemple. Voilà. Sur beaucoup d'espaces, on a utilisé les moutons par les copâturages. Sauf que c'est un copâturage très, très extensif. Et donc, où on prend soin de la flore, parce que les moutons, ça peut être très prégnant et la flore peut simplement, fortement régresser, voire pour certaines disparaître. Donc voilà, c'est un esprit vraiment très global d'une vision sur la flore spontanée. Voilà, et puis sur la flore spontanée, enfin, c'est pas directement lié, mais si, quand même un peu. Je pourrais parler du plan local d'urbanisme qui est en cours de révision. Ça peut paraître loin, la préservation, puisqu'on va pas, évidemment, on va pas préserver la vente de trottoirs avec la végétation, mais ça nous a permis de protéger dans le marbre, donc avec du réglementaire, des espaces qu'on a appelés réservoirs de biodiversité ou cœurs de biodiversité, directement au cœur de la ville. Donc dans le parc de la mairie, par exemple, admettons que ça change de municipalité, voilà, donc ça c'est. Même dans le parc de la mairie, on a un espace réservoir de biodiversité qui est protégé avec des aspects réglementaires. On a par exemple tout autour du château d'eau, enfin des espaces vraiment en cœur de ville qui sont inscrits dans le PLU. On a la dune, on a le couloir de la vallée, on a plein de choses, plein de territoires comme ça. Et on travaille aussi. Alors c'est un autre sujet, mais par rapport au changement climatique. Et donc ce sont des réservoirs qu'on travaille comme des îlots de fraîcheur en fait.
Et donc, là aussi, c'est un autre message qu'on peut faire passer aux habitants, c'est que la végétation, dans le cadre du changement climatique, la spontanée est celle qui s'adaptera le mieux. Et donc, c'est de savoir en profiter. Quand Manu disait tout à l'heure aussi qu'on ne sème plus de gazon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus de gazon, donc nous, on n'a aucun usage de gazon, encore moins d'engrais qui a tendance à enrichir le sol et à favoriser certaines espèces. Et donc, là aussi, c'est un moyen, quand vous avez une flore spontanée sur un milieu dans certains lotissements d'aménagement qu'on vient d'avoir, eh bien, en fait, on fait confiance à la flore naturelle qui pousse, elle, très vite, très rapidement, 15 jours, 3 semaines, un mois. Vous avez les annuels qui apparaissent en fonction de la saison. Donc, il y a une période pour faire ces travaux-là. C'est très important. Ce qui fait que ça limite aussi pas mal, potentiellement, quelques invasives. Et puis ça limite le bâchage plastique, Voilà. des choses comme ça, quoi. Donc, on travaille là-dessus. Tout est basé sur cette observation. Donc, ça part, tout est parti effectivement, des plantes spontanées. Et ça a été l'outil de base pour aller vers le haut de la biodiversité aujourd'hui. Donc, c'est des nous, on travaille avec des nous paysagers. Donc, des nous, les nous, c'est des petits ruisseaux pas très profonds qui captent les eaux dans les lotissements, dans les nouveaux aménagements. Et ces nous, elles sont faites avec Florideo, qui est une pépinière à côté de Rennes et qui est uniquement du semis armoricain. Et donc, on a exigé de la part de l'aménageur qu'il use de cette pépinière et de ces semis de façon à ce qu'on n'ait pas de surprise au niveau de la végétation, qu'on ait une végétation adaptée, qui se développe bien, adaptée au climat, au sol. Et à partir de là… c'est vrai qu'on avait eu un exemple de prairie fleurie sur la commune il y a une dizaine d'années où, eh bien, tout simplement, les graines avaient volé dans tous les champs à côté et les plantes restaient, elles n'étaient pas forcément locales. Et nous, on fait pas la prairie fleurie parce que la nature, elle fait pas des prairies fleuries de cet ordre-là. Et si on veut changer le regard des gens, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une floraison par saison, par évolution. Voilà, un jour ça va être le pavot, et puis demain ça va être la berce, et puis en fin de saison, on aura je sais plus son nom, que le chardonnay apprécie particulièrement, et puis il faut la laisser sécher, voilà, le cabaret des oiseaux. Donc il faut aller vers, c'est ça, changer de regard, c'est accepter qu'il y ait des saisons, c'est accepter qu'une année ce soit comme ça, que l'autre année ce soit différent. Et ça, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup. Il vaut mieux des fois commencer par la communication avant de mener une action. Nous, ça nous arrive d'acter la communication en ayant une idée derrière la tête. Et petit à petit, au moment où on sent que les gens sont prêts, on bascule. Le cas de l'éclairage a été typique. Voilà. Et aujourd'hui, le verre luisant, c'est un petit peu l'ambassadeur sur sa lunaire de la fin de l'éclairage. Hein. C'est pas totalement fini, mais de cette rupture avec l'éclairage nocturne. Et ça a été l'intermédiaire pour la flore spontanée, c'est-à-dire que il sera pas là si vous avez l'éclairage, il sera pas là s'il n'y a pas de flore. Et ça, les gens l'ont accepté. Et on a utilisé le verre luisant parce que les anciennes personnes, dans leur enfance, en voyaient partout. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils transmettent à leurs petits-enfants. Et maintenant, c'est un trésor. Donc voilà. C'est-à-dire que, oui, avant, moi, j'en voyais plein, il y en avait partout. Et c'est une découverte extraordinaire. Donc, on organise aussi des sorties nocturnes, découverte de la flore spontanée et de la faune qui se déplace sur la flore spontanée. Donc, pour un enfant, de voir un verre luisant qui s'éclaire la nuit, c'est quelque chose qui attire la curiosité. Donc, on se sert des générations, on se sert aussi la plante, l'animal, et puis une action finale qui est de couper l'éclairage. Bon, voilà. Et puis après, vous avez le levier économique qui là rentre en jeu. Et là, c'est quand même quelques économies très fortes sur l'éclairage qu'on réalise depuis maintenant quelques années. Donc, on a un plan pluriannuel par rapport à l'éclairage. Je vois qu'il est 15h44, je ne sais pas si… Ah oui, parce qu'on peut parler longtemps. Oui. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et n'hésitez pas finalement à prendre la parole via le micro. Ça a bien marché avec Isabelle, donc on peut continuer comme ça.
Pas de questions, même pour Jean-Marie et Adélaïde, par exemple? Le temps que... Non, en tous les cas, enfin, c'est pas une question, mais moi je trouve ça super intéressant d'entendre ce retour d'expérience parce que c'est vrai que ça fait plaisir à voir et qu'on a quand même aussi sur certaines communes un peu de difficulté à faire accepter cette flore spontanée ou même un enherbement à partir d'une base de ce qui existe déjà. Donc c'est super de voir que vous avez réussi. Voilà. Merci. J'en profite de mon côté pour vous informer qu'au niveau de la TBVB, nous allons essayer d'organiser, en septembre, ce serait l'idéal, une suite à cette conférence, ce serait sur la gestion écologique de la flore spontanée. Donc je vais vous envoyer une enquête, comme d'habitude, une petite enquête pour que vous puissiez nous faire part de vos retours, ne serait-ce que sur cette webconférence, et aussi sur vos besoins et attentes sur les journées à venir, dont cette journée-là, si elle vous intéresse, et si elle vous intéresse, quels sont les sujets plus spécifiquement que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de cette journée. Alors, je viens de l'envoyer juste pour info dans la bulle de conversation. C'est un petit lien, voilà, c'est l'enquête, en gros, de satisfaction, pour que vous puissiez nous faire part de vos retours, de vos besoins, de vos attentes. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je veux dire qu'on peut envoyer des documents si les personnes... Bah nous, on peut, oui, tous les documents qui ont été réalisés, donc aussi bien les observatoires, avis de recherche, il y a eu les chartes ou des choses comme ça. On peut les nous, transmettre. l'objectif, c'est la diffusion de l'information pour que vous puissiez les mettre à votre goût éventuellement. Donc, parce que la biodiversité, elle s'arrête pas aux frontières communales, hein, bien heureusement. En gros, on partage en fait. Donc, il suffit d'envoyer un petit mail à la mairie de Saint-Lunaire et puis, voilà, en fonction de ça, vous pouvez prendre contact et on vous enverra les documents. Est-ce que je pourrais les récupérer au niveau de la TBVB, comme ça je diffuserai au réseau? Comme ça vous évitera de recevoir 15 000 mails, 15 000 mails peut-être. 15 000, c'est trop. Je mettrai vos contacts si jamais il y a d'autres questions, si vous voulez bien évidemment. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Hein. Nous, s'il y a des questions, en règle générale, on répond. Eh bien, merci. De rien. Et de mon côté, je suis optimiste, mais j'ai l'impression que l'enregistrement a marché, donc je croise les doigts. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Eh bien, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de questions, donc je pense que nous allons pouvoir clôturer cette webconférence. Donc encore merci aux intervenants, c'est vraiment chouette de votre part d'avoir accepté d'intervenir et d'avoir consacré du temps pour nous tous. Et n'oubliez pas pour les participants de me faire part de vos retours, c'est important pour moi pour ensuite pouvoir répondre au mieux à vos attentes dans le cadre de webconférences et de journées. Donc voilà, j'ai mis l'enquête dans la bulle de conversation et je vous l'enverrai également par mail. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bel été pour ceux que je ne vois pas et de belles vacances à tous. Et voilà, je clôture donc. Et pour terminer, il suffit d'appuyer sur le petit icône quitter, téléphone rouge ou la croix. Merci à tous et à bientôt.